Le printemps s'installait lentement sur Honfleur. Sous la lumière pâle d'un matin de mars, Madeleine, 84 ans, s'affairait dans sa petite maison en pierre claire, celle qu'elle habitait depuis la mort de son mari. Elle avait ouvert les volets sur le jardin, respiré l'air frais, préparé son café. Rien ne laissait présager que cette journée allait briser le long silence de sa vie. Vers 10 heures, le facteur frappa doucement à la porte. « Un recommandé pour vous, Madame Durand », elle signa d'une main tremblante. Le pli était épais, bordé d'un timbre bleu, musée d'art et d'histoire de la côte. Elle fronça les sourcils. Le musée, elle n'y était pas allée depuis plus de 30 ans. Elle posa l'enveloppe sur la table de la cuisine, but une gorgée de café, hésita, puis l'ouvrit. Le papier craqua, l'odeur d'encre fraîche remonta. Elle lut lentement à voix haute. « Madame, nous avons retrouvé un tableau portant l'étiquette Émile Durand, 1943, propriété familiale. Pouvez-vous confirmer le lien de parenté ?» Son cœur se figea. Émile Durand. Le nom vibra dans l'air, comme s'il réveillait quelque chose qu'elle avait soigneusement enfoui. Émile, son frère aîné, disparu en 1944, à 10 à 8 ans. Un nom qu'on ne prononçait plus. Elle relut la phrase encore et encore, incapable de la faire entrer dans le présent. Puis, elle aperçut la photo jointe. Un tableau à l'huile, au ton d'ocre et de bleu, une maison au bord d'une falaise. La leur. La petite maison d'Étretat où ils avaient grandi, celle qui avait résisté aux bombardements, aux tempêtes et au silence des années. Ses doigts frôlèrent l'image. Le pinceau avait figé le vent sur les falaises, la lumière d'avant la guerre. Émile peignait déjà à 15 ans. Il disait « Je veux que la mer m'écoute ». Et voilà qu'après 78 ans, c'était lui qui parlait à travers une toile revenue d'on ne savait où. Madeleine se laissa tomber sur une chaise. Une vague de souvenirs la traversa. La lampe à pétrole, les crayons de fusain, les mains tachées d'encre de son frère, sa voix claire disant qu'il partirait, voir le monde. Puis plus rien. La guerre, les soldats, le courrier officiel disparu au combat. Sa mère n'avait jamais pleuré devant elle. Elle avait seulement fermé la porte de la chambre d'Émile et murmuré « Il ne faut plus en parler ». Pendant des années, Madeleine avait obéi. Elle avait vécu, enseigné, vieilli dans ce silence familial, persuadée que l'oubli était une forme de fidélité. Mais aujourd'hui, cette lettre venait fissurer tout cela. Une preuve matérielle, une trace. Quelqu'un, quelque part, avait gardé le tableau. Elle prit la photo, la plaça à la lumière de la fenêtre. Les couleurs vibraient encore, malgré les années. En bas, à droite, la signature « Et Durand ». Une larme coula sans bruit. Elle voulut appeler le musée, mais la peur l'en empêcha, peur d'apprendre ce qu'elle n'avait jamais voulu savoir. Elle resta là, immobile, écoutant le bruit du vent contre les vitres. Le temps semblait s'être arrêté. À la tombée du jour, elle sortit son vieux carnet, celui à la couverture verte qu'elle gardait dans un tiroir depuis toujours. Elle l'ouvrit à une page vierge. Sa main tremblait un peu, mais son écriture resta droite. Elle nota la date, 12 mars 2022. Puis, sous la lueur jaune de la lampe, elle écrivit lentement. « Pendant 60 ans, on m'a dit qu'il n'y avait rien à chercher. Mais un tableau suffit parfois à faire parler les morts. » Elle reposa le stylo, leva les yeux vers la photo du tableau. Dans la maison peinte sur la falaise, elle crut apercevoir une fenêtre ouverte, un éclat de lumière, comme si Émile, enfin, venait de lui répondre. L'année 1943 secondes était ouverte sous un ciel gris, lourd comme le métal des avions. Madeleine avait 5 ans, une robe de laine qui lui grattait les bras, et cette sensation permanente de froid dans la petite maison de pêcheur d'Étretat. L'hiver y collait ses doigts sur les vitres, le vent s'engouffrait dans la cheminée, et chaque bruit venu du dehors moteur, bottes, claquements de porte, faisait tressaillir sa mère. La maison, pourtant, semblait tenir bon. Blottie entre 2 murs de craie, elle dominait la mer. La porte bleue battait souvent, mais l'intérieur restait vivant, plein d'odeurs de sel, de soupe et de papier. Car il y avait Émile, 10 à 7 ans, le frère qu'elle admirait comme un dieu. Il dessinait tout. La mer d'abord, dans tous ses états. Calme, furieuse, blessée. Puis les falaises, le ciel, les goélands, les visages qu'il croisait. Il remplissait des carnets qu'il cachait sous le lit, dans une boîte en fer. « Tu perds ton temps avec tes crayons », disait parfois leur mère.
Il faut aider les voisins, pas faire des images. Mais quand elle disait cela, sa voix tremblait. Elle savait que ses dessins, c'était sa manière à lui de résister au désespoir. Leur père, mobilisé dès 1939, ne reviendrait pas. Un télégramme sec, sans détail. Madeleine avait à peine compris. Elle ne savait pas encore ce que signifiait disparu. Elle continuait de mettre une assiette pour lui, parfois, le soir, espérant qu'il reviendrait frapper à la porte. La mère, veuve à 38 ans, s'était durcie. Elle cousait pour les familles du village, troquait du fil contre un peu de beurre ou du bois. Elle vivait debout, mais en dedans, le cœur s'était refermé. Seul Émile semblait encore rêver. Il partait chaque matin avec son carnet, revenait couvert de poussière de craie. Il parlait de couleurs, de lumière, de liberté. Quand la guerre sera finie, je peindrai la mer sans uniforme autour. Mais la guerre, elle, ne finissait pas. Les soldats allemands passaient chaque jour sur la route, les bottes résonnant sur les pierres. Certains saluaient poliment, d'autres crachaient. Émile les observait, crayon à la main. Il disait qu'un jour, il ferait un grand tableau, pour montrer la peur qui ne se voit pas. Sa mère le regardait, inquiète. Une nuit, alors qu'il mangeait du pain sec autour du poêle, elle lui dit tout bas, « S'il continue à peindre ce qu'il voit, il finira arrêté. » Il haussa les épaules, esquissa un sourire, « Alors je peindrai encore plus fort. » Madeleine, du haut de ses 5 ans, ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'un danger rôdait. Elle le sentait dans les gestes pressés de sa mère, dans les chuchotements du village, dans les lumières éteintes trop tôt. Quelques semaines plus tard, tout bascula. Un matin de mai, alors que le soleil naissait sur la falaise, la porte s'ouvrit brutalement. Des hommes en uniforme crièrent des ordres. Madeleine se souvient seulement du bruit des bottes sur le plancher, du souffle court de sa mère et du visage d'Émile, pâle mais calme, debout près de la fenêtre. Il n'opposa aucune résistance. Il posa sa main sur la tête de sa sœur, lui glissa un mot qu'elle n'oublia jamais. « Regarde toujours la lumière. » Puis il fut emmené. Le silence qui suivit dura des décennies. Sa mère s'était effondrée sur la chaise de cuisine, les yeux vides. Le soir, un voisin murmura. Rafle d'artistes, paraît-il. Un atelier saisi. Mais personne n'osa poser de questions. La guerre avait disparu, et le monde continuait. Les mois suivants, la maison sembla se rétrécir. Plus de dessins sur les murs, plus de carnets sur la table. Madeleine errait dans les pièces, cherchant une trace de son frère. Un morceau de fusain, une feuille oubliée, l'ombre d'un rire. Sa mère, elle, s'était murée dans un mutisme de pierre. Elle brûla presque tout, les toiles, les croquis, les lettres. « Il faut oublier », disait-elle. Elle garda pourtant un petit cadre, sans jamais le montrer. Quand la guerre prit fin, les cloches sonnèrent, les gens descendirent dans la rue. Mais chez les Durand, il n'y eut pas de fête. La porte resta close. La mère avait les mains jointes sur son tablier, et dans ses yeux, cette fatigue de celle qui ne croit plus au retour. Madeleine, petite fille sage, apprit à se taire. Chaque fois qu'elle demandait « Et Émile ?» sa mère répondait « Chut, il faut vivre. » Alors elle vécut. Elle grandit dans le bruit des vagues, dans le craquement du plancher, dans le souvenir des ombres. Elle apprit à lire, à écrire, à regarder le ciel sans trop d'espérance. Mais le silence restait. Un silence si dense qu'il semblait coller au mur, habiter les draps, les repas, les saisons. Un silence qui portait un nom qu'on ne prononçait plus. Et dans ce silence, au fond d'elle, une peur discrète se forma, celle de savoir. Car savoir, c'était rouvrir la blessure, c'était risquer de comprendre pourquoi son frère avait disparu. Alors elle choisit de croire ce qu'on lui disait, qu'il n'y avait rien à chercher, rien à dire, rien à peindre. Mais dans ses rêves d'enfant, souvent, la mer reprenait des couleurs. Et au loin, sur la falaise, une silhouette dessinait encore, face au vent. Les décennies s'étaient écoulées comme l'eau d'une rivière calme sans débordement, sans remous, mais avec cette lenteur qui polit les pierres et efface les noms. Madeleine avait grandi, quitté Étretat, puis s'était installée à Honfleur. Là, elle avait épousé Georges, un homme simple, marin-pêcheur, solide et silencieux comme un rocher. Ensemble, ils avaient eu une fille, Claire, une enfant vive, curieuse, assoiffée de nouveautés, le contraire d'elle, sans doute. Madeleine s'était promis qu'elle grandirait loin des ombres, loin des non-dits. Elle devint institutrice. Le métier lui convenait, apprendre aux enfants à lire, à compter, à tracer des lettres nettes.
La clarté des mots, voilà ce qu'elle voulait transmettre. Mais quand venait l'heure des rédactions, quand les élèves écrivaient raconter un souvenir d'enfance, elle sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. Son propre passé restait verrouillé. Elle se contentait de corriger les fautes, sans jamais corriger le vide. À la maison, la vie suivait un rythme tranquille. La soupe du soir, les devoirs de Claire, les promenades le long du port. Jamais on ne parlait d'Étretat, jamais d'Émile. Parfois, une odeur de peinture ou un rayon de lumière sur la mer la traversait comme une lame fine, mais elle laissait passer. Elle avait appris à vivre ainsi, en diagonale de la douleur. Quand Claire eut 15 ans, elle demanda un jour, en feuilletant un vieil album, « Maman, c'est qui, le jeune garçon sur cette photo ?» Madeleine sentit ses mains trembler. La photo était floue, jaunie. Un garçon mince, un pinceau à la main, un sourire timide. Elle répondit trop vite. Un cousin, mort depuis longtemps. Puis elle ferma l'album. Claire n'insista pas. C'est ce jour-là que Madeleine comprit qu'elle reproduisait le même geste que sa mère. Le même mur, les mêmes silences. Pendant des années, elle se répéta que garder le silence, c'était protéger, que certaines douleurs ne devaient pas être transmises. Et la vie continua, paisible en apparence. Claire fit des études, se maria, partit à Paris. Georges mourut avant l'heure, d'un infarctus sur son bateau. Madeleine se retrouva seule dans la maison, avec ses souvenirs comme de vieux meubles. Elle parlait peu au téléphone, répondait rarement aux messages. Sa fille, toujours pressée, lui disait « Tu devrais sortir plus, maman. Faire des activités. Le passé, il faut le laisser dormir. » Et Madeleine répondait, d'une voix lasse presque automatique « Oui, le passé, ça n'apporte que de la poussière. » Mais la nuit, dans le grenier, la poussière prenait une autre forme. Là-haut, dans une boîte de fer blanc, se trouvaient les seules choses qu'elle n'avait jamais pu jeter. 3 croquis signés et 2, une lettre inachevée et une photo floue d'un jeune garçon devant une toile. Elle les avait gardés à travers tous les déménagements, les hivers, les deuils. Les objets n'avaient pas de valeur marchande, mais ils tenaient lieu d'hôtel. Quand elle ouvrait la boîte, l'air semblait changer plus dense, plus ancien, comme si les années s'effaçaient. Les croquis représentaient la mer, un visage d'enfant, et la petite maison d'Étretat, vue du sentier. La lettre, elle, s'interrompait en plein mot. « Man, je ne peux pas. » Et plus rien. Elle avait souvent rêvé de cette phrase tronquée. Pendant des décennies, elle s'était demandé ce que son frère n'avait pas pu faire fuir, céder, mentir, mais elle n'avait jamais osé aller plus loin. Le silence de sa mère était devenu sa loi. Puis vint cette lettre du musée. Ce courrier au papier officiel, ce ton administratif qui venait réveiller un mort. Quand elle relut le nom d'Émile sur l'entête, quelque chose se fissura. Tout ce qu'elle avait recouvert de raison, de sagesse, de fatigue, tout cela s'effondra d'un coup. Ce n'était plus seulement une question d'art ou de musée. C'était la cicatrice qui s'ouvrait à nouveau. Pendant plusieurs jours, elle resta cloîtrée chez elle, incapable d'écrire à Claire, de répondre aux voisins. Elle ressortit la boîte du grenier et la posa sur la table du salon, à la lumière. Les dessins, la lettre, la photo, tout était là, fragile et vivant. Elle comprit que ce qu'on appelle la paix familiale n'était qu'une tombe bien tenue, un cimetière de vérité, entretenu à coups de bonnes intentions. Sa mère avait cru protéger ses enfants en effaçant un nom. Elle, Madeleine, avait cru protéger sa fille en gardant le silence. Mais ce silence, génération après génération, s'était fait pierre. Et maintenant, cette pierre bougeait. En regardant le visage d'Émile sur la photo, elle murmura « Je t'ai laissé mourir 2 fois. La première par la guerre, la seconde par l'oubli. » Le vent soufflait fort dehors, soulevant les rideaux comme des voiles. Elle sentit pour la première fois depuis longtemps non pas la tristesse, mais une sorte de colère calme, une volonté sourde, presque nouvelle, comme si son frère, à travers le temps, lui confiait une tâche à accomplir. Elle prit son carnet vert, celui qu'elle n'ouvrait qu'au grand moment, et sous la phrase qu'elle avait écrite le soir de la lettre du musée, elle ajouta simplement « Les morts ne dorment pas sous la terre. Ils dorment dans les silences qu'on ne rompt pas. » Puis elle referma le carnet, posa la main dessus, et pour la première fois depuis 70 ans, elle sentit qu'elle allait parler. Le musée d'art régional se dressait au bout du port, une ancienne bâtisse en pierre blonde, solennelle et froide,
avec ses grandes portes vitrées et l'odeur sèche du papier d'archives. Madeleine y entra un matin de mai, le cœur battant, la pochette du courrier serrée contre elle. Le hall était presque vide. Une femme à l'accueil lui indiqua, avec un sourire poli, le bureau du conservateur principal. Il s'appelait Monsieur Le Gall, un homme à la voix douce et aux lunettes rondes, visiblement surpris de voir une vieille dame venir sans rendez-vous. « Asseyez-vous, Madame Durand. » Il posa devant lui une chemise beige, marquée au crayon. « Durand, œuvre non restituée, période 1943-1950. » Madeleine sentit son souffle se raccourcir. « Ce tableau, vous l'avez retrouvé? » ?»« Oui. Il a refait surface récemment dans le cadre d'un inventaire de collection privée. C'est une pièce remarquable, d'ailleurs. Une maison sur la falaise, c'est la mienne, murmura-t-elle. Le conservateur la regarda, intrigué. Il ouvrit la chemise, en sortit plusieurs documents. Une photo noire et blanc du tableau, jaunie par le temps, puis un bordereau daté de 1944. En haut, un tampon en allemand et une mention manuscrite Verzeichnis Beschlagnamter Werk, liste des œuvres confisquées. Ce que nous savons, reprit Le Gall, c'est que l'œuvre a été saisie en 1943 à Étretat, dans une maison appartenant à la famille Delcourt. Madeleine releva la tête, soudain glacée. « Pardon? Quelle famille? » « Delcourt. C'est le nom inscrit sur l'inventaire. Peut être un parent? » Elle secoua la tête. Ce nom, elle ne l'avait pas entendu depuis 70 ans, et pourtant il claqua dans l'air comme un coup de feu. Les Delcourt, leurs anciens voisins d'Étretat, une famille aisée, arrogante, dont le père avait ouvertement frayé avec l'occupant. On disait qu'il faisait commerce d'œuvres et de renseignements. Après la Libération, il avait disparu, laissant derrière lui une maison vide et des rumeurs. Madeleine sentit sa gorge se nouer. « Non, monsieur, ce tableau appartenait à mon frère. Il l'a peint de ses mains en 1943. Il avait 10 à 7 ans. » Le conservateur, un peu décontenancé, chercha ses mots. « Je ne mets pas votre parole en doute, madame. Mais voyez, selon les documents, le tableau a été répertorié au nom Delcourt. Et, faute de réclamation, il a été vendu à un collectionneur parisien dans les années 1950. Il lui montra un papier officiel, tamponné. L'œuvre n'ayant pas été revendiquée dans les délais légaux, elle revient de plein droit à son dernier détenteur. » Madeleine sentit la colère monter, une colère froide, lucide. Elle appuya ses mains sur la table. « Non, monsieur Le Gall, ce tableau n'appartenait pas à un dernier détenteur. Il appartenait à un enfant qu'on a fait disparaître, à un gamin qui peignait pour respirer quand tout manquait, à mon frère. » Le conservateur se tut. Il comprit, sans doute, qu'il ne s'agissait plus d'un simple dossier administratif. Il rassembla les papiers, dit doucement. « Je vais transmettre votre témoignage. Il faudra des preuves, madame. Les archives de spoliation sont complexes, mais votre parole comptera. » Elle acquiesça, se leva sans un mot. Dans le couloir, ses pas résonnaient sur le carrelage, sec, décidé. Le soir, de retour chez elle, elle posa son manteau sur la chaise et monta directement au grenier. La boîte de fer blanc l'attendait, là où elle l'avait laissée. Elle l'ouvrit à la lumière d'une lampe. Les 3 croquis, la photo, la lettre. Toujours la même phrase interrompue. « Men, je ne peux pas. » Elle l'avait relu tant de fois qu'elle en connaissait chaque pli. Mais ce soir, un détail lui sauta aux yeux. Dans la marge, à peine visible, une trace d'encre brune. Un mot griffonné, presque effacé. Peindre pour eux. Elle sentit un frisson lui traverser la poitrine. C'était donc cela. Son frère avait refusé. Elle se rappela les conversations à voix basse de sa mère, les murmures dans le village. Le fils Durand a du talent. Les Allemands l'ont remarqué. Il avait sans doute été approché, flatté, puis menacé. On lui avait proposé de peindre pour l'occupant, et lui, Émile, avait dit non. Un non qui, à 10 à 7 ans, coûtait la vie. Elle comprit d'un coup que son silence n'avait pas été une fuite, mais une forme de résistance. Il n'avait pas voulu peindre pour eux. Alors, ils avaient pris ce qu'il avait déjà peint, son œuvre, son regard, son âme, et l'avaient revendu comme on revend une prise de guerre. Madeleine s'assit sur la vieille malle, la lettre tremblant entre ses doigts. Tout ce que sa mère avait caché prenait sens. Cette peur viscérale, ce refus d'en parler,
ce deuil sans tombe. Sa mère n'avait pas voulu qu'on sache que son fils avait été arrêté non pas en victime, mais en rebelle. Car, en 1943, la résistance n'avait pas encore le goût de l'honneur, mais celui du danger. Elle ferma les yeux, se vit petite, dans la cuisine froide, la soupe tiède, la chaise vide d'Émile. Et soudain, elle comprit. Ce tableau, ce n'était pas une relique. C'était une preuve. Une trace de liberté volée, comme une pièce à conviction oubliée dans les archives du mensonge. Elle descendit au salon, posa la lettre à côté de la photo du tableau. Les deux se répondaient, les mots inachevés d'Émile, la maison sur la falaise. Elle murmura, la voix presque cassée. Tu n'as pas disparu, Émile. On t'a confisqué comme un bien, mais je vais te rendre ton nom. Puis, d'un geste lent, elle prit son carnet vert. Sous la phrase qu'elle avait écrite le soir du courrier, elle ajouta « On peut voler un tableau, mais pas la lumière qui l'a fait naître. » Le vent se leva dehors. Dans le miroir du salon, son reflet la surprit. Droite, calme, les yeux durs. Elle comprit que le combat venait de commencer pas pour récupérer une œuvre, mais pour rendre justice à la mémoire d'un frère qu'on avait réduit à un numéro d'inventaire. Les jours suivants, le sommeil déserta la maison. Madeleine, dès la tombée du soir, rallumait la lampe du bureau et étalait devant elle la lettre d'Émile, les croquis, la photo, les copies des documents du musée. Son carnet vert restait ouvert, prêt à recevoir chaque détail, chaque fragment de vérité arraché à la poussière du temps. Elle relisait sans cesse les mêmes lignes, les mêmes mots inachevés, cherchant dans les pleins et les déliés de l'écriture de son frère une clé, un sens caché. La lettre s'interrompait brutalement, comme coupée par la peur ou la hâte, mais entre les lignes, Madeleine percevait une détermination. La trace d'un garçon qui voulait dire quelque chose au monde avant de disparaître. Le soir, quand le vent montait de la mer, elle avait l'impression de l'entendre parler. Peindre pour eux. Cette expression tournait dans sa tête comme une ritournelle empoisonnée. Pour eux, les Allemands, pour ces officiers qui avaient remarqué son talent et cherchaient à l'utiliser, chaque mot devenait une énigme. Elle prit l'habitude de noter tout ce qui lui revenait. Les dates approximatives. Mars 1943, juin, août. Les noms. Delcourt, le voisin collaborateur. Lefebvre, le boulanger qui avait témoigné vaguement à l'époque. Les lieux. La maison d'Étretat, la falaise, l'école, la grange où Émile rangeait ses toiles. Page après page, elle reconstituait une cartographie du souvenir. Elle ne dormait plus que par tranches, le visage appuyé contre le carnet. Un matin, en cherchant des documents dans le grenier, elle tomba sur un vieux cahier d'écolier à couverture noire. Il appartenait à sa mère. À l'intérieur, des comptes domestiques, des listes de courses, mais aussi, entre deux pages, une coupure de journal datée de 1946. Titre: Disparition mystérieuse d'un jeune peintre normand. Soupçon d'acte de résistance. L'article parlait d'un certain E.D. mineur, arrêté pour détention de dessins considérés comme suspects. Plus bas, une phrase soulignée au crayon. Certains croquis auraient servi à dissimuler des messages pour un réseau de la région d'Yvetot. Madeleine sentit son cœur s'arrêter. Elle relut plusieurs fois la coupure, incrédule. Ainsi, son frère n'avait pas seulement refusé de peindre pour l'ennemi, il avait peint contre lui. Ses dessins, apparemment anodins, contenaient des coordonnées, des signaux pour la résistance. Il cachait la guerre dans la lumière. Elle s'assit sur le plancher, le papier tremblant entre ses mains. Tout ce que sa mère avait voulu taire prenait un sens nouveau. Elle n'avait pas caché la honte, mais la peur. Peur qu'on découvre que son fils n'était pas un simple disparu, mais un résistant exécuté. Elle comprit alors la dureté de cette femme. Son mutisme n'était pas un oubli, mais un garde-fou contre la douleur et la vengeance. En murant la vérité, elle avait voulu sauver ce qui restait. Sa fille, la maison, le silence. Madeleine passa plusieurs nuits à recopier l'article, à comparer les dates, à dresser des correspondances. Elle découvrit, dans les archives en ligne du département, la mention d'un convoi d'artistes suspects transférés vers Paris en juillet 1943. Parmi eux, un nom illisible, puis, en marge, Durand, avec un point d'interrogation. Elle sentit son souffle se briser. Pour la première fois, la disparition d'Émile avait un cadre, une trace tangible. Pas une légende de famille, mais un fait administratif.
Une ligne dans un registre, une existence prouvée. Elle écrivit dans son carnet, d'une main ferme. Il n'a pas été effacé. On l'a confisqué comme une œuvre. Cette phrase devint son centre de gravité. Elle l'a relue, la répéta, la grava, presque sur ses lèvres. Confisqué comme une œuvre, oui, c'était cela. On avait pris son frère comme on prenait une toile, parce qu'il représentait quelque chose qu'on voulait posséder ou détruire. Elle entreprit de trier la boîte du grenier avec méthode. Chaque croquis fut numéroté, chaque trace photographiée. Elle observa les dessins à la loupe. Dans les lignes de la mer, des traits minuscules semblaient former des lettres, des initiales, des chiffres. Était-ce un hasard ou un code? Elle nota tout, sans rien exclure. Ses journées devinrent un mélange de passé et de droit. Le matin, elle lisait les journaux de l'époque, les avis de recherche, les procès de collaborateurs. L'après-midi, elle relisait la lettre d'Émile, lentement, comme on caresse un visage perdu. Le soir, elle écrivait dans son carnet, inlassablement. On ne me rendra pas mon frère, mais je peux lui rendre son nom. Je peux le replacer dans le monde, entre deux lignes officielles, pour qu'il existe à nouveau. Cette pensée devint sa force. Elle ne voulait pas d'un scandale, ni d'une vengeance contre les Delcourt, ni d'une gloire tardive. Ce qu'elle cherchait, c'était la réparation du nom, que quelque part, dans un registre ou une vitrine, on lise. Émile Durand, 1926-1943, artiste et résistant. C'était peu. Mais pour elle, c'était tout. Les nuits, elle rêvait souvent du tableau. Elle s'imaginait pénétrer dans la toile, marcher sur le sentier, ouvrir la porte de la maison. À l'intérieur, Émile peignait, dos à elle. Il se retournait, souriait et disait simplement « Tu as trouvé la lumière ». Elle se réveillait alors apaisée, le cœur battant. Le matin, elle allumait la lampe et reprenait ses notes. À force de chercher, de relire, d'écrire, la mémoire familiale se recomposait sous ses yeux. Les silences se transformaient en phrases, les ombres en noms. Chaque ligne de son carnet devenait un pas vers la vérité. Et un soir, en relisant tout depuis le début, elle comprit que le passé n'était pas une ruine, mais un territoire encore vivant. Il suffisait d'avoir le courage d'y poser la main. Alors, d'une écriture droite et calme, elle traça. « Je ne veux plus qu'on dise il a disparu. Je veux qu'on dise il a été pris parce qu'il peignait la liberté. » Puis elle referma le carnet, souffla la lampe. Dans le noir, la mer battait contre les rochers. Et pour la première fois, le silence de la maison ne pesait plus. Il ressemblait à une veille avant Renaissance. Le bureau de Maître Clément donnait sur le vieux bassin d'Honfleur. Par la fenêtre, Madeleine voyait les mâts des bateaux se balancer doucement au vent. L'air sentait le bois ciré et les papiers anciens. Une horloge à balancier marquait le temps d'un tic-tac rassurant, comme si la vie, ici, suivait une autre cadence que celle du monde. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années, au regard clair et à la voix douce, lui avait proposé une tasse de thé. Il l'écouta sans l'interrompre pendant près d'1 heure. Elle parla du tableau, de la lettre du musée, de la boîte du grenier, d'Émile. Par moments, sa voix se brisait, mais elle ne pleura pas. Lorsqu'elle eut fini, il resta un moment silencieux, les doigts croisés sur son bureau. Puis il dit calmement « Madame Durand, ce que vous me racontez n'est pas une simple affaire de succession. C'est une question de justice et de mémoire. Vous pouvez faire valoir la restitution d'une œuvre spoliée. Mais il faudra tout prouver. La propriété familiale, la disparition liée aux faits de guerre, et surtout la continuité entre votre frère et vous. » Il parlait lentement, pesant chaque mot comme une clé qu'on pose sur une serrure. Madeleine hocha la tête. Elle avait attendu ce moment toute sa vie que quelqu'un emploie le mot justice en parlant de son frère. Le notaire sortit un dossier beige de son tiroir. « Nous commencerons par établir un inventaire des pièces. Montrez-moi ce que vous avez. » Elle posa sur la table les croquis, la lettre d'Émile, la copie de la photo, le courrier du musée, et même la coupure de journal retrouvée dans le carnet de sa mère. Le notaire enfila ses lunettes, examina chaque document avec une précision méticuleuse. À plusieurs reprises, il releva les yeux vers elle, impressionné. « Vous avez conservé tout cela ? » ?»« Oui. » Même quand on me disait d'oublier, il sourit tristement. « Vous avez eu raison, madame. Ce que vous avez gardé, c'est plus qu'un souvenir, c'est une preuve. » Les jours suivants,
Madeleine s'attela à la tâche avec une énergie qu'elle ne se soupçonnait plus. Elle ressortit les papiers de famille. Acte de naissance d'Émile, livret de famille, vieux certificat de scolarité, lettre de son père depuis le front. Elle retrouva même un reçu de loyer au nom de Durand, Etretat, mars 1943. Chaque document devenait un fragment de vérité qu'elle recollait à la main, comme un tableau restauré. Elle notait tout dans son carnet vert. Acte de naissance, mairie d'Etretat, 1926. Bail de location, maison des Falaises, 1938. Croquis signé, preuve de paternité artistique. Les piles de papier grandissaient sur la table du salon. Claire, sa fille, s'en étonna au téléphone. « Maman, tu devrais te reposer. » Tout ça, c'est du passé. Madeleine répondit simplement. « Ce n'est pas le passé. C'est ce qu'on m'a volé du présent. » Une semaine plus tard, Maître Clément la rappela. J'ai pris contact avec le service des biens spoliés du ministère de la Culture. Il confirme que le nom Durand figure dans les registres allemands de 1944. Il faudra maintenant constituer un dossier de restitution. Il ajouta, après une courte hésitation. Et j'ai parlé à une avocate qui travaille sur ce genre d'affaires, Maître Aubanel. Elle est jeune mais passionnée et rigoureuse. Elle acceptera de vous aider. Madeleine acquiesça. Elle rencontra Maître Aubanel 2 jours plus tard dans un petit cabinet de Caen. Une femme brune, énergique, le regard franc, la voix claire. Elle connaissait les procédures par cœur, mais surtout, elle savait écouter. Votre frère, Madame Durand, fait partie de ces victimes dont on n'a jamais rétabli le nom. Ce n'est pas seulement une affaire d'art, c'est une affaire de mémoire collective. Elle prit le temps de feuilleter les dossiers préparés par Madeleine. Puis, en relevant la tête, nous montrons 3 axes. Spoliation d'œuvres pendant l'occupation, usurpation de propriété par la famille Delcourt et atteinte à la mémoire d'un résistant mineur. Le ministère de la Culture devra s'en saisir. Madeleine sourit pour la première fois depuis longtemps. Tout prenait forme. Émile retrouvait sa place dans les phrases administratives du présent. Les semaines suivantes furent remplies de démarches. Photocopies, certificats, attestations. Madeleine apprit à manier les termes juridiques comme des outils. Restauration de propriété, ayant droit, restitution post-spoliation. Ces mots, au début étrangers, devinrent familiers, presque apaisants. Ils donnaient une structure à sa peine. Elle se surprit même à dire un jour à Maître Clément, en rangeant un dossier. « Je ne pensais pas que la justice pouvait avoir le parfum du papier neuf. » Il lui répondit, en souriant. « C'est souvent par les papiers qu'on répare les silences. » Et c'était vrai. Chaque signature, chaque timbre apposé sur une page lui semblait une manière de redonner vie à son frère. Un après-midi, alors qu'elle classait les copies, elle s'arrêta sur la photo du tableau. Le sentier, la maison, la lumière. Cette fois, elle ne vit plus une perte, mais une promesse tenue. Son frère avait peint la liberté, et cette liberté, à travers elle, revenait chercher son nom. Elle prit son stylo, ouvrit le carnet vert et écrivit. On croit parfois que la justice punit, mais la vraie justice, celle du temps, rétablit la beauté. Puis, en dessous, plus simplement, la justice est une forme d'hommage, et je veux que mon frère ait le sien. Elle referma le carnet, rangea les dossiers dans la pochette rouge offerte par Maître Aubanel et souffla la lampe. Dans la pénombre, elle sentit une présence légère, comme un souffle. Le silence, ce soir-là, n'était plus vide. Il respirait. La salle d'audience du tribunal administratif d'Honfleur ressemblait à une salle de classe ancienne. Murs de pierre, plafond haut, fenêtres opaques. L'air y était figé, presque solennel, saturé de papier et de silence. Madeleine s'assit au premier rang, les mains posées sur sa pochette rouge. Devant elle, le tableau n'était pas là seulement une reproduction projetée sur l'écran. Cette maison au bord de la falaise, figée dans la lumière de 1943. Le tableau d'Émile, le seul qu'il ait jamais signé. À côté d'elle, Maître Aubanel feuilletait calmement les pièces du dossier. L'avocate portait un tailleur sombre, sobre, presque austère, mais dans son regard brillait une détermination sans âge. De l'autre côté de la salle, les représentants du musée s'étaient installés. Un homme du ministère, un juriste et une femme élégante, conservatrice principale, les yeux fatigués mais fermes. Ils ne semblaient pas hostiles,
seulement crispés, comme des gens conscients d'un tort ancien qu'ils ne savent plus comment réparer. Le président du tribunal entra, un homme aux cheveux gris, la robe noire flottant derrière lui. Il s'assit, jeta un coup d'œil rapide au dossier, puis annonça d'une voix mesurée. Audience ouverte dans l'affaire numéro 2022 à 341, Madame Madeleine Durand contre le Musée régional d'art et le ministère de la Culture. Un silence. Le greffier commença à lire l'exposé des faits, la spoliation présumée d'une œuvre pendant l'occupation, le nom du peintre, la disparition, la revendication tardive. Chaque mot sonnait comme un battement de cœur ancien, ramené à la surface. Puis vint le moment de la défense du musée. Le juriste, un homme jeune, parla le premier. Sa voix était neutre, presque mécanique. Le musée ne conteste pas l'origine de la toile. Il reconnaît la spoliation pendant la période de guerre. Cependant, cette œuvre, acquise par l'État dans les années 1950, fait aujourd'hui partie du patrimoine public. Sa restitution, 78 ans après les faits, créerait un précédent. Il marqua une pause, consulta ses notes, puis ajouta « Nous ne contestons pas la valeur mémorielle de la demande de Madame Durand, mais légalement, l'œuvre appartient désormais à la collectivité. » Madeleine écouta sans broncher. Les mots passaient sur elle comme un vent froid. Elle regardait la photo du tableau sur l'écran, et dans son silence, elle revoyait son frère le col de sa chemise, la tache d'encre sur ses doigts, ce regard obstiné qu'il avait quand il peignait. Vint le tour de Maître Aubanel. Elle se leva lentement, posa ses mains sur la table et parla d'une voix claire, calme, presque douce. « Monsieur le Président, nous ne sommes pas ici pour parler de possession, mais de dépossession. Le musée ne conteste pas la spoliation. Or, selon le décret du 20 et 1 avril 1945, toute œuvre confisquée pendant l'occupation doit être restituée à ses ayants droit. Ce dossier, c'est une question de justice, pas d'administration. » Elle ouvrit le classeur et fit glisser les pièces une à une sur la table du juge. Voici la lettre d'Émile Durand, datée de 1943, retrouvée dans les papiers de famille. Voici le témoignage de Monsieur Lefebvre, aujourd'hui âgé de 92 ans, ancien voisin, qui confirme que le tableau se trouvait bien dans la maison des Durand avant la rafle. Voici la preuve de l'acte d'achat falsifié, signé par un certain Delcourt, collaborateur condamné après-guerre. Et enfin, la mention du registre allemand, ligne 42, Durand, Etretat, œuvre confisquée. Chaque pièce tombait sur la table comme une pierre sur l'eau. La salle, d'abord figée, se mit à respirer plus lentement. Le juge feuilleta les documents longuement, puis il leva les yeux vers Madeleine. Son ton se fit plus doux. « Madame Durand, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi réclamez-vous cette œuvre après tant d'années ?» La salle entière se figea. Même le greffier suspendit son stylo. Madeleine resta silencieuse quelques secondes, le temps de trouver la justesse, pas la rhétorique. Puis, d'une voix lente, posée, « Parce que c'est le seul endroit où le visage de mon frère est encore vivant. » Un murmure traversa la salle, vite réprimé. Le juge resta immobile, le regard fixe. Maître Aubanel baissa légèrement la tête, comme pour saluer cette phrase. Madeleine continua, plus bas. « Je ne réclame pas un bien. Je réclame une mémoire. On a pris ce tableau quand on a pris mon frère. On m'a laissé le silence. Aujourd'hui, je demande seulement que son nom ne reste pas enfermé dans un inventaire allemand. » Le juge nota quelques mots, puis annonça une courte suspension d'audience. Quand il revint, il tenait entre les mains une feuille blanche. Son visage, d'ordinaire neutre, semblait ému, presque fragile. Il prit une respiration, puis lut d'une voix lente. Le tribunal, après examen des preuves et témoignages, reconnaît la spoliation de l'œuvre intitulée « Maison sur la falaise », peinte par Émile Durand en 1943, ainsi que le lien familial direct avec Madame Madeleine Durand. En conséquence, ordonne la restitution de l'œuvre à Madame Durand, en mémoire d'Émile Durand, déclarée disparue en 1944, reconnue victime de faits de guerre et d'actes de résistance. Un silence s'installa, d'abord lourd, puis léger. Un de ces silences qui ne pèsent plus, mais qui libèrent. Madeleine resta immobile. Les larmes ne vinrent pas. Elle sentit simplement, dans sa poitrine, quelque chose se détendre, un nœud qu'elle portait depuis l'enfance.
Elle serra la pochette rouge contre elle, comme si elle tenait à la fois le tableau et la main de son frère. Maître Aubanel posa doucement sa main sur son bras. « Il est rentré, Madame Durand. Pas dans une maison, mais dans la lumière. » Le juge rangea ses papiers. La salle se vida lentement. Dehors, le vent soufflait du large. Quand elle franchit la porte du tribunal, Madeleine leva les yeux vers le ciel gris d'Honfleur. L'air lui sembla plus vaste, plus clair, comme si, après 60 ans de silence, quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre sur le passé. Les jours qui suivirent le jugement eurent la douceur étrange des lendemains de tempête. Madeleine, encore sonnée, découvrait que le silence autour d'elle s'était transformé. Ce n'était plus celui de la peur, mais celui d'une attente, d'un écho. Le téléphone se remit à sonner. Les lettres arrivèrent. Le maire d'Étretat lui écrivit personnellement, le musée proposa une rencontre, et même un journaliste du Courrier de Normandie voulut l'interviewer. Mais la réaction la plus douloureuse, la plus intime, vint de sa fille. Claire, cette femme pressée que la vie moderne avait rendue imperméable aux souvenirs, l'appela un soir d'un ton froid, presque agacé. « Maman, j'ai vu l'article, pourquoi remuer tout ça? On avait fait notre deuil depuis longtemps. » Madeleine laissa un silence avant de répondre. Sa voix, calme, posée, n'avait rien de révolté. On ne fait pas le deuil de quelqu'un qu'on a effacé, Claire. Tant qu'un nom manque, il reste une faute à réparer. À l'autre bout du fil, un soupir. Puis la phrase fuyarde, blessante. « Tu vis dans le passé, maman. Moi, j'ai choisi d'avancer. » Madeleine referma lentement le combiné. Elle ne lui en voulut pas. Elle se rappela simplement qu'à l'âge de sa fille, elle aussi avait fui les souvenirs pour survivre. Elle nota dans son carnet, le soir même. Les enfants d'après-guerre ont hérité du silence comme d'un bien de famille. Le mien, je viens seulement d'apprendre à le traduire. Quelques jours plus tard, elle fut invitée au musée. La conservatrice, émue, la reçut dans une salle désormais vide de visiteurs. Au centre, sur un chevalet éclairé d'une lumière douce, se tenait le tableau d'Émile. Nettoyé, restauré, vibrant de ses couleurs d'autrefois. Madeleine s'approcha lentement. Elle reconnut chaque trait, chaque ombre. C'était comme si le temps s'était plié sur lui-même. Elle entendait presque la voix de son frère, le crissement du pinceau, le vent contre les vitres de la maison d'Étretat. La conservatrice s'approcha, les mains jointes. « Nous allons exposer cette toile dans la salle principale, avec une plaque commémorative. » Elle dira simplement « Œuvre restituée à la famille Durand, Honfleur, 2022. » Madeleine hocha la tête, émue. « Merci. Ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est pour qu'il soit vu. » Car être vu, c'était déjà revenir à la vie. L'annonce parut dans les journaux locaux. Un tableau spolié pendant la guerre, restitué après 78 ans à Honfleur. Les mots résonnèrent dans les cafés, les marchés, les maisons. Les anciens du village, ceux qui avaient connu les Durand, vinrent frapper à sa porte. Un vieil homme à la démarche lente, ancien pêcheur, lui apporta une photo en noir et blanc. Émile, adolescent, assis sur le muret de la plage, un carnet sur les genoux. Je l'ai connu, vous savez. Il dessinait tout le temps. Il disait que la mère gardait les secrets mieux que les gens. Madeleine serra la photo contre son cœur. Une femme du quartier apporta un bouquet de fleurs. Pour votre frère. Et pour vous, madame. Parce que vous avez parlé pour tous ceux qu'on avait fait taire. Peu à peu, l'histoire d'Émile se remit à circuler dans les bouches, dans les mémoires. Dans les cafés d'Étretat, on raconta aux plus jeunes. Le petit Durand, oui, le peintre arrêté par les Allemands. Son nom, après 70 ans, retrouvait un souffle. Un matin, Madeleine reçut une enveloppe du musée. À l'intérieur, la photo officielle du tableau dans sa salle d'exposition. Sous l'image, la plaque gravée. Maison sur la falaise. Émile Durand, 1926-1943. Œuvre restituée à la famille Durand, Honfleur, 2022. Elle posa la photo sur la cheminée, à côté de celle de sa mère. Le contraste la frappa. Deux visages séparés par une vie entière, réunis par un nom enfin réparé. Elle resta là longtemps, immobile, à écouter le tic-tac de l'horloge. Puis elle écrivit dans son carnet. Les musées croient conserver des œuvres. Mais parfois, ce sont les œuvres qui conservent les âmes. Claire, elle, ne vint pas au vernissage. Mais quelques semaines plus tard, elle envoya un message bref. « J'ai vu la photo du tableau. Il est beau. Je ne savais pas qu'il existait. C'était peu,
mais c'était un premier pas. Madeleine sentit qu'il faudrait du temps pour que la génération suivante comprenne. La mémoire, pensa-t-elle, n'est pas un héritage qu'on reçoit. C'est un flambeau qu'on choisit ou non de porter. Alors, le soir, elle ouvrit les fenêtres. L'air d'avril entra, frais, salé. Sur la table, la photo du tableau semblait luire sous la lumière du crépuscule. Et dans le murmure du vent, Madeleine crut entendre, très distinctement, la voix d'Émile. « Tu vois, petite sœur, on m'a retrouvée. » Elle ferma les yeux. Pour la première fois, ce silence qu'elle avait tant redouté ne lui faisait plus peur. Il avait pris la forme d'un apaisement, d'un passage entre les temps. Le poids des générations, enfin devenu lumière. Madeleine refusa poliment la proposition du musée de garder le tableau chez elle. Elle craignait qu'entre ces murs silencieux, l'œuvre ne se referme à nouveau sur le passé. Un tableau, pensait-elle, n'était pas fait pour veiller sur une seule mémoire, mais pour éclairer celle des autres. Elle prit donc une décision qui surprit tout le monde. Elle demanda à ce que la toile soit confiée à l'école d'art de Honfleur, dans une salle ouverte aux étudiants, où seraient exposées les œuvres des créateurs disparus trop tôt. « Ce n'est pas un héritage, dit-elle au conservateur. C'est une promesse de transmission. » Le jour où le tableau fut installé, Madeleine assista à la mise en place. Sous la lumière du matin, les assistants accrochèrent la toile au mur blanc, dans une salle paisible donnant sur la cour intérieure. Elle reconnut aussitôt la falaise, la maison, la mer d'été, ces couleurs qu'Émile avait tant aimées. Elle resta là longtemps, immobile, comme si elle regardait enfin la mer depuis l'autre côté du temps. Dès lors, elle prit l'habitude de venir chaque semaine. Le lundi, après le marché, elle passait à l'école, saluait le gardien, s'asseyait sur le banc face au tableau. Les étudiants s'étaient vite habitués à sa présence. Au début, ils chuchotaient, intrigués par cette vieille dame toujours assise à la même place. Puis ils commencèrent à lui sourire, à lui apporter un café, à lui poser des questions. Un jour, un garçon blond, à la chemise tachée de peinture, s'approcha timidement. « Madame, c'est votre frère ?» Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit avec un sourire doux. « C'est ma mémoire. » Le jeune homme hocha la tête, sans insister, et retourna à son chevalet. Depuis ce jour, les étudiants commencèrent à l'appeler Madame Madeleine du tableau. Le surnom circula dans les couloirs, affectueux, presque sacré. Peu à peu, Madeleine devint une figure familière de l'école. Les professeurs la saluaient avec respect. Les étudiants l'invitaient à leur présentation de fin d'année. Elle s'asseyait toujours au premier rang, observait les toiles, les dessins, les sculptures, et notait parfois quelques mots dans son carnet vert. Ce qu'il cherche dans la couleur, c'est ce que mon frère cherchait dans la lumière. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots résonnaient longtemps. Elle disait « Ne peignez pas pour plaire, peignez pour laisser une trace honnête. La beauté n'appartient pas à celui qui la montre, mais à celui qui l'éclaire. » Et les jeunes hochaient la tête, sans vraiment tout comprendre, mais en sentant que quelque chose d'essentiel se disait là. Un professeur la présenta un jour lors d'une conférence sur l'art et la mémoire. Voici Madeleine Durand, sœur d'Émile Durand, dont vous connaissez le tableau. Sans elle, cette œuvre serait encore perdue dans un registre d'archives. La salle se leva pour applaudir. Elle, confuse, se leva à son tour, posa la main sur son cœur et dit simplement « Je n'ai rien retrouvé. C'est lui qui m'a retrouvé. » Les mois passèrent. L'hiver revint, puis le printemps. Chaque lundi, Madeleine revenait s'asseoir devant la toile, toujours à la même heure, à la même place. Parfois, elle fermait les yeux, écoutait le bruit lointain des pas dans le couloir et murmurait « On peut être absent du monde et y laisser de la lumière. » Ces mots, un étudiant les nota un jour dans un coin de carnet. Plus tard, ils furent gravés sur une plaque discrète, sous le tableau d'Émile. On peut être absent du monde et y laisser de la lumière. Madeleine Durand. Ce fut elle qui pleura cette fois. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce que la boucle était enfin bouclée. L'art avait rendu au silence sa clarté et à la mémoire son visage. Les jours de pluie, elle restait plus longtemps dans la salle. Le bruit des gouttes sur les vitres lui rappelait les soirs d'autrefois, quand elle et Émile écoutaient les orages en riant. Elle posait parfois sa main sur le banc, comme pour sentir sa présence. Et dans ces instants suspendus, elle savait que son frère n'était plus une absence. Il était devenu un éclat dans chaque couleur, un souffle dans chaque regard tourné vers la toile. Ainsi, dans cette école d'art,
où la jeunesse cherchait sa voie, Madeleine trouva la sienne, celle d'une gardienne de lumière. Elle n'avait plus peur du temps, car désormais, elle vivait dans ce qui ne meurt pas, la trace, la beauté, la fidélité silencieuse. Le vent d'ouest soufflait ce soir-là sur les quais d'Honfleur, charriant l'odeur âcre du sel et du bois mouillé. Les bateaux tanguèrent doucement, les voiles claquant comme de vieux draps de mémoire. Madeleine remonta son manteau sur ses épaules, serrant contre elle la clé de sa maison. Ses pas résonnaient sur les pavés, réguliers, paisibles. Le froid d'octobre n'avait plus de prise sur elle. Il lui rappelait seulement qu'elle était encore debout, que le temps pouvait passer sans la réduire au silence. Lorsqu'elle poussa la porte, le parfum familier de cire et de papier l'accueillit. Sur la table, 3 objets attendaient, comme à leur poste de veille. Le carnet vert, la lettre d'Émile et la coupure de presse du jugement. Elle posa son sac, ôta lentement son manteau, puis alluma la lampe à abat-jour de dentelle. La lumière, douce, révéla la poussière en suspension dans l'air des particules d'années, de souvenirs, de tout ce qui avait tenu debout malgré la guerre, les absences et le silence. Elle s'assit, ouvrit le carnet à la dernière page. Sa main tremblait un peu, mais son écriture demeurait ferme. Elle traça une ligne, respira profondément et écrivit « La vérité, c'est parfois un tableau qu'on avait accroché du mauvais côté. » Elle posa le stylo, relut la phrase plusieurs fois. Oui, c'était cela. Pendant des décennies, on avait regardé la toile de la vie à l'envers, celle où l'on cache les fils, les nœuds, les coutures. Et voilà qu'un jour, en la retournant, elle avait retrouvé la lumière. Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Dehors, la mer se devinait à peine, assombrie par la tombée du soir. Mais on en entendait encore le souffle, puissant, régulier comme une respiration ancienne. C'était le même vent qu'Émile peignait, celui qu'il voulait apprivoiser par la couleur. Elle ferma les yeux et murmura « Tu vois, mon frère, le monde t'a retrouvé, et moi j'ai retrouvé ma paix. » Sur la table, la flamme de la bougie vacillait. Elle revint s'asseoir, reprit son carnet et ajouta d'une main lente, appliquée. « Je n'ai pas cherché la vengeance, seulement la lumière. Le silence peut aussi être une forme de justice, mais seulement quand il éclaire, pas quand il cache. » Ces mots résonnèrent en elle comme une délivrance. Tout au long de sa vie, elle avait confondu le silence avec la loyauté, la peur avec la prudence, l'oubli avec la paix. Mais la vérité, elle le savait maintenant, ne se trouve pas dans le mutisme. Elle se trouve dans la clarté, dans le courage tranquille de nommer les choses sans haine. Ce soir-là, Madeleine ne se sentait ni victorieuse ni triste. Juste complète. Comme si chaque minute de ses 80 années avait enfin trouvé sa place dans le grand tableau invisible du monde. Elle regarda autour d'elle, les piles de dossiers, les lettres classées, la photo du tableau accrochée au mur. Tout cela formait un musée intime, celui d'une vie restituée à sa juste lumière. Elle pensa à Claire, sa fille, qui viendrait peu, être un jour s'asseoir à cette même table et découvrir les pages de ce carnet. Alors, être comprendrait-elle que la mémoire n'était pas une blessure, mais une boussole. Elle prit la coupure de presse entre ses doigts. Le tribunal d'Honfleur reconnaît la spoliation de l'œuvre d'Émile Durand, jeune peintre disparu pendant la guerre. Sous la photo du tableau, son propre visage, discret, presque effacé. Elle esquissa un sourire. L'histoire, désormais, ne parlait plus d'oubli. Le vent se fit plus fort, cognant contre les vitres. Madeleine se leva, souffla la bougie. La flamme hésita, se tordit, puis s'éteignit, laissant un mince filet de fumée s'élever dans la pénombre. Dans le reflet du verre, elle crut voir le visage d'un jeune garçon. Les traits étaient flous, mais le sourire, lui, était intact, celui d'Émile, tenant son pinceau levé, comme s'il peignait encore l'horizon. Elle resta là un moment, immobile, à contempler cette apparition tranquille, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais d'un reflet de mémoire, la trace lumineuse laissée par un amour qu'aucune guerre n'avait pu détruire. Alors, elle murmura, presque pour elle-même, « Tu as eu raison de ne pas obéir, Émile. La beauté est une forme de résistance. » Elle ferma le carnet, glissa la lettre d'Émile à l'intérieur, noua le ruban autour. Puis elle rangea le tout dans le tiroir du bureau, celui où dormaient déjà les preuves, les croquis, les traces. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de conserver, il s'agissait de transmettre.
Madeleine se leva, éteignit la lampe et s'approcha de la fenêtre. La mer luisait au loin, grise et calme. Le vent portait l'odeur de la peinture et du sel, comme un dernier message du passé. Elle inspira profondément, puis sourit. 60 ans après, la paix avait pris la forme d'une toile et d'une vérité retrouvée. Une paix sans bruit, sans victoire, sans oubli. Une paix simple, droite, tissée de lumière. Et dans le silence apaisé de la maison, la mer continua de respirer, comme si, à travers elle, le monde entier remerciait Madeleine d'avoir rendu au silence sa clarté.